Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Adrien Chimbaud, directeur de l'innovation de la compagnie aérienne Amelia. Il viendra nous présenter l'avion de ligne 40 passagers propulsé à l'hydrogène qui ouvre une nouvelle ère pour le transport régional. Pour le débat de ce Smart Impact, on parlera des filières REP pour responsabilité élargie des producteurs. On verra comment elles se mettent en place pour les métiers du bâtiment avec Valobat et le groupement de négoce de matériaux Tout Faire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Maya, marque de produits ménagers bio et sans toxicité. Aviation, bâtiment, hygiène, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Adrien Chimbaud, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Vous êtes donc le directeur de l'innovation d'Amelia, compagnie aérienne qui existe depuis 1976. Ce que vous allez nous présenter, c'est combien d'avions, quelle ligne régulière, c'est quoi Amelia? Alors Amelia, c'est une compagnie régionale française, effectivement, qui existe depuis plus de 45 ans, qui opère des lignes régionales régulières, donc en son nom, ou pour d'autres compagnies comme Air France ou Transavia. Donc aujourd'hui, on a un peu plus on a 18 avions, 18 appareils, qui opèrent par exemple sur le Paris-Rodez, sur le Paris-Brive, en propre. Donc c'est une compagnie qui a développé des activités également dans l'évacuation sanitaire, dans le domaine du fret, pour toujours plus développer les activités avec un esprit assez entrepreneurial, assez innovant. C'est des avions de combien de places? Donc on opère des avions entre 37 places pour les plus petits jusqu'à 180 places, qui est le nouvel Airbus qu'on a reçu il y a tout juste une semaine. Avec un programme que vous avez lancé qui s'appelle Amelia Green. Alors de quand il date et surtout quelles actions, puisque l'objectif de l'aviation et des compagnies aériennes en général, c'est évidemment d'aller vers une décarbonation. Alors effectivement, je pense qu'on peut remettre un petit peu le contexte dans lequel on a aujourd'hui le transport aérien. On a un transport aérien qui contribue au réchauffement climatique, et donc on a une transition à assurer en tant que secteur. On a un secteur qui représente 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Et donc on a pris des engagements forts au niveau du secteur. On a en octobre 2022 l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui a présenté ses objectifs aspirationnels qui sont zéro émission nette en 2050. Et donc dans ce cadre-là, pour Amelia, on a structuré toute la démarche environnementale et sociétale autour de ce qu'on a appelé Amelia Green, donc qui est l'initiative qui a été lancée pour structurer tous ces projets, qui a été lancée en 2021 avec plusieurs axes, et notamment le renouvellement de la flotte avec des avions bas carbone ou zéro carbone quand c'est possible. Quand c'est possible. Et avec un bon exemple qu'on va détailler ensemble, vous avez signé un partenariat avec la société américaine Universal Hydrogen. De quoi il s'agit? Alors, l'objectif de ce partenariat, c'est de faire d'Amelia la première compagnie aérienne en Europe à voler à l'hydrogène, et donc zéro émission. Et quand je dis la première, on parle de 2026. Donc, c'est tout de suite, au niveau c'est demain. de l'aviation, exactement, c'est demain. Donc, c'est l'objectif de ce partenariat qu'on a signé. Donc, on sera le client de lancement en Europe de cette solution. Et donc, la solution Universal Hydrogène en tant que telle, ça consiste à modifier, donc on appelle ça le rétrofit, à modifier des avions existants qui ont encore du potentiel pour leur donner une deuxième vie en les convertissant avec un autre type de carburant qui, en l'occurrence, sera l'hydrogène. Alors, on vous dit 2026, il y a eu, je crois, un vol inaugural début mars, c'est ça? Exactement. Date importante, ça s'est bien passé. Racontez-nous, c'était sur quel type d'appareil? Exactement. Donc, il y a eu ce premier vol qui était tout début mars à Moses Lake, aux États-Unis, sur le prototype d'Universal Hydrogène, qui avait modifié un des deux moteurs pour le faire fonctionner à l'hydrogène. Donc c'était effectivement un grand moment, une petite page de l'histoire de l'aviation, puisque c'était le plus gros avion à hydrogène à prendre son envol avec un système qu'on appelle de pile à combustible. Donc un avion
d'une quarantaine de places en termes de taille, donc qui est sensiblement ce qu'on pourra retrouver sur nos lignes d'ici 3 ans. C'est compliqué de rétrofiter, de transformer un avion, j'imagine kérosène, en avion à propulsion hydrogène. Alors techniquement, technologiquement, c'est pas forcément un défi ou une prouesse. Expliquez-nous. Non, effectivement. Alors effectivement, on a, je dirais, une batterie de modifications à apporter sur l'avion, que ce soit au niveau du système propulsif, donc passer d'un système propulsif thermique à un bloc pile à combustible et moteur électrique. Et puis ensuite, on a, je dirais, tout le système carburant à modifier jusqu'au réservoir hydrogène. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans le secteur aérien, de faire des modifications. On le voit sur des grosses modifications comme le Beluga. C'est des grosses modifications qu'on fait sur des avions. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Ce mode de propulsion, il est valable là, sur un avion d'une quarantaine de places, c'est ça? Oui. C'est la limite ou là on pourrait imaginer les avions avec plus de passagers qui fonctionnent avec la même propulsion? Alors je dirais qu'aujourd'hui c'est ce qu'on estime faisable il y a quand même son lot de défis, mais c'est ce qu'on estime faisable. Ensuite, on est dans le début, je dirais, de cette technologie. Ça ouvre une nouvelle ère. Exactement. On est comme sur les batteries dans l'automobile. On peut imaginer, au fur et à mesure, qu'on va améliorer l'efficacité de ces systèmes pour leur donner de plus en plus de capacité. Ça veut dire que c'est le transport régional, transport aérien évidemment régional, qui sera le premier décarboné? Exactement. Et c'est aussi pour ça que nous, au niveau d'Amelia, on a une position qui est privilégiée sur ce secteur, puisqu'on a des lignes effectivement domestiques, régionales, sur lesquelles ce type d'appareil se prêtera très bien. Tiens, d'ailleurs, ça représente quoi les lignes régionales en France? C'est quel marché, quel business, quelle clientèle peut-être aussi? Alors, quelle clientèle? On va avoir beaucoup soit de personnes d'affaires, soit du loisir. C'est un marché qui est principalement du marché de désenclavement. On a des régions comme Rodez ou comme Aurillac, par exemple, qui sont assez mal desservies par le train, par les systèmes d'autoroute, et donc pour lesquels l'avion représente un véritable levier, un moyen de rejoindre la capitale ou d'aller en vacances aussi. Ça veut dire que votre principal concurrent, c'est la SNCF, d'une certaine façon? Ou c'est la route, peut-être, d'ailleurs? Alors, je dirais, on est assez complémentaires, puisqu'encore une fois, le réseau d'Amelia s'est construit un peu naturellement. Et quand on vole vers Aurillac ou quand on vole vers Rodez, on a des régions qui, aujourd'hui, naturellement, sont assez enclavées, assez isolées. Et donc, quelque part, la concurrence ne se fait pas vraiment. Alors, dans les autres leviers que vous avez activés avec ce programme Amelia Green, il y a aussi un partenariat avec Thales et cet outil qui est appelé Flight Footprint. C'est quoi, Flight Footprint? Alors, l'outil en tant que tel, ça nous permet d'optimiser mieux les routes, les opérations. Et ce qui est fondamental, en fait, derrière, c'est qu'on a tendance à parler exclusivement du dioxyde de carbone, donc du CO2, comme ayant un impact sur le réchauffement climatique. On sait aussi qu'il y a de nombreux effets qu'on appelle non CO2, comme les traînées de condensation, qui ont un impact considérable sur le réchauffement climatique. Et donc l'objectif de notre partenariat avec Thales et de l'utilisation de cet outil, c'est d'être en mesure d'optimiser nos opérations, pas seulement en fonction des émissions de CO2, ce qui est le plus simple, entre guillemets, mais en fonction de l'impact global sur le climat de chacun de nos vols. Et donc d'aller encore un petit peu plus loin en prenant en compte vraiment tous les effets. Mais alors, ça marche comment? C'est quoi? C'est pour choisir les meilleurs, j'utilise les termes de Béotien, mais le meilleur trajet et faire évoluer un peu la route en fonction de la météo? C'est quoi le principe de fonctionnement? Exactement. Donc on a une notion d'optimisation de la trajectoire. Donc ça peut être le choix de l'altitude à laquelle on va voler, puisqu'on a des altitudes qui sont plus sensibles que d'autres en termes de génération de traînées de condensation, par exemple. Ça peut être aussi le choix d'éviter une zone avec une météo qui est plus défavorable pour éviter un déroutement, raccourcir un petit peu la route et vraiment minimiser l'impact global
du vol sur le si on se projette, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute sur l'avenir du transport aérien. Donc là, on a vu qu'il y avait la solution hydrogène pile à combustible. Il y a aussi la question des carburants de synthèse. Est-ce que vous travaillez, vous aussi, dessus pour les avions plus gros? Alors, on travaille effectivement dessus, puisqu'on a des Embraer, donc des avions qui sont des jets, on a des avions Airbus, et donc effectivement, pour ces avions qui font plutôt du court-moyen courrier, aujourd'hui, le levier, c'est les carburants de l'aviation durable, que ce soit les biocarburants pour le moment, qui sont la principale source, ou les carburants de synthèse qui pourraient arriver d'ici quelques années. L'Europe vient de prendre une décision de débloquer en quelque sorte quoi, les seuils, c'est ça, les seuils autorisés? C'est une décision importante? C'est une décision importante d'augmenter effectivement le niveau de biocarburant qui est demandé pour les pétroliers, pour les compagnies aériennes. Donc ça va dans le sens d'accélérer la décarbonation avec l'utilisation de ce type de carburant. Donc nous, on va bien sûr aller dans le sens de ce qui est demandé au niveau européen et puis essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Merci beaucoup Adrien Chimbaud et bon vent à Amelia. On passe à notre débat. Est-ce que la responsabilité élargie des producteurs change pour le secteur du bâtiment? Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Hervé Demestre, bonjour. Vous êtes le président de Valobat. À vos côtés, Charles Gaël Chaloyard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tout Faire. Petite question de présentation pour commencer. Valobat, c'est quoi Valobat? Valobat, c'est un éco-organisme. Donc ça veut dire une société privée à but non lucratif, dont la raison sociale, c'est de favoriser l'économie circulaire dans le bâtiment. Et qui regroupe combien d'intervenants, combien d'entreprises? Comment ça marche, un éco-organisme? Est créé et gouverné par 50 actionnaires, dont Tout Faire. Merci Tout Faire. Et aujourd'hui compte près de 3000 adhérents. Donc ce sont des entreprises qui délèguent leurs responsabilités de gestion des déchets à cet éco-organisme. Quand on parle d'un éco-organisme, ça veut dire qu'il y a un agrément de l'État? Comment ça fonctionne? Alors exactement, vous avez raison. Un éco-organisme, pour pouvoir opérer sur une filière de responsabilité élargie du producteur, dépose et obtient un agrément de l'État pour gérer les déchets et gérer la responsabilité des producteurs. Alors, vous allez nous raconter l'un et l'autre ce que change et pourquoi ce partenariat tout nouveau est important, mais je veux bien que vous nous présentiez également Tout Faire, donc groupement de négoce indépendant, c'est ça? Et votre spécialité, c'est les matériaux de construction? Distribuer les matériaux de construction sur 450 points de vente en France et en Belgique. Et donc voilà, donc on fait de tout, du sol jusqu'aux finitions. Voilà. Ça existe depuis combien de temps? Ça fait 35 ans que ça existe. 35 ans. Combien d'adhérents? Vous nous avez parlé des points de vente. C'est quoi la moins de 300 adhérents. Donc c'est un réseau, comme vous l'avez dit, d'indépendants. On est sous le commerce associé. Et tout ça appartient donc à chacun des adhérents. Vous êtes donc venu nous présenter ce partenariat entre vos deux entreprises. Il consiste en quoi? Je commence avec vous, Charles Gaël Chaloyard. Face à ce nouvel enjeu de la REP, on a choisi, il y avait plusieurs éco-organismes, et on est allé vers celui qui représente le mieux celui du bâtiment. C'est une filière qui s'est constituée pour le bâtiment, et c'était tout à fait logique qu'on aille avec cet acteur-là pour nous accompagner à mettre en place ça dans nos magasins. C'est un enjeu qui est très très lourd, on va en parler. Et donc on avait besoin d'un partenaire solide. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Valobat. Vous êtes en concurrence, Hervé Demestre, avec d'autres éco-organismes? Comment ça se passe? Parce que là, on comprend qu'il y a eu un choix. Oui, vous avez raison. Les filières REP permettent la concurrence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs éco-organismes sur une même filière. C'est le cas pour la filière du bâtiment. En l'occurrence, il y a 4 éco-organismes, 3 qui ont demandé et obtenu des agréments pour une partie des produits, certains pour la catégorie 1 qui sont les matériaux inertes, béton, granulats, etc. Et certains uniquement pour la catégorie 2 qui sont tous les autres matériaux, plutôt le second œuvre on va dire. Et Valobat en fait est le seul éco-organisme qui a souhaité qui a obtenu l'agrément sur les 2 catégories et donc qui se veut représentatif de l'ensemble de la filière. Pourquoi c'est un partenariat, le fait d'avoir comme ça de nouveaux actionnaires, de nouvelles entreprises, de nouveaux groupements qui vous font confiance? Qu'est-ce que ça change? En quoi c'est une étape importante? Alors c'était très important pour Valobat depuis le début de créer un éco-organisme qui soit représentatif de toute la diversité du monde du bâtiment. En fait, quand on parle de recyclage des matériaux dans le bâtiment, parce que la finalité, c'est d'améliorer le recyclage des matériaux,
On parle de choses qui sont extrêmement variées, depuis des tuiles jusqu'à du verre, en passant par des équipements électriques, donc des choses très diverses. Et puis, quand on regarde la réalité des acteurs du bâtiment, on parle de gens qui sont extrêmement divers également, des petites entreprises familiales, locales, des réseaux de distribution qui peuvent être des grands réseaux à échelle nationale et des indépendants plus locaux. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité chez Valobat, c'est avoir dans notre actionnariat, c'est-à-dire nos 50 actionnaires aujourd'hui, une vraie représentativité de l'ensemble de cette diversité, ce qu'on a réussi. Et c'est vrai que tout faire dans ce paysage, tout faire a une personnalité, une utilité au sein de Valobat qui est toute particulière. Tout faire, c'est un réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire. C'est une relation de proximité, un très fort ancrage régional. Voilà, et ça, c'est très important pour la reprise des matériaux. On y viendra tout à l'heure, je pense. Et puis, voilà, et tout faire, ce sont des distributeurs. Et les distributeurs, c'est ceux qui peuvent apporter notamment un service de proximité à leurs artisans, à leurs clients, en termes de reprise du déchet, puis également en termes de conseils sur la manière de bien gérer l'économie circulaire. Quand vous avez vu Charles-Gaël Chaloyère apparaître la REP, la responsabilité des producteurs, vous dites quoi? Vous dites encore un règlement, une galère, une opportunité? J'imagine les trois, mais il a fallu un peu de temps avant de se dire c'est finalement une opportunité? Bien sûr, alors dans tous les changements, c'est de se dire de quelle manière on va le prendre et quel impact ça va avoir sur nos magasins. C'est surtout ça, et comment on va entraîner, embarquer. C'est 4000 personnes dans le groupement Tout Faire, à être vraiment des bons acteurs et bien répondre à la réglementation. Et donc ça s'est passé, et vous avez raison, par ces phases-là. On a vraiment voulu le prendre comme une opportunité parce que c'est la meilleure manière de se dire comment nous, on peut être un acteur de cette transformation, et avec tous les enjeux autour de l'environnement. Et puis, on s'est accompagné, ça fait 2 ans qu'on travaille de manière intense là-dessus, avec plein de formations de ces 4000 collaborateurs, avec des ateliers, avec des tests, et avec Valobat qui nous a accompagnés tout au long de cette partie-là. Et puis là, on arrive dans le dur, ça démarre ce matin, concrètement sur 2 phases. La première qui est la mise aux normes de l'ensemble des tarifs, qui était une partie extrêmement importante. Parce que tout ce calcul de la responsabilité élargie du producteur, elle est différente matériau par matériau. Donc il a fallu intégrer la tuile, c'est à l'unité, certains c'est à la tonne, certains c'est au volume, il a fallu intégrer tout ça dans l'ensemble des tarifs, à imaginer quand on construit une maison, un bâtiment, le nombre d'articles différents. Et donc ça, c'était la première phase. Et la seconde phase qui démarre aussi aujourd'hui, qui est la collecte. Et là, qui entraîne évidemment beaucoup de difficultés sur le terrain. Pour être très c'est quoi? C'est des habitudes à changer? C'est clairement une organisation à mettre en place? C'est évidemment une organisation, une formation, parce qu'on doit récolter des déchets qui sont triés. Donc ça veut dire que l'opérateur doit savoir qu'est-ce qu'on met dans tel et tel type de benne. Donc ça, c'est une partie formation très forte. On parlait des tarifs tout à l'heure, c'était former le personnel à bien répartir ces éléments, bien facturer. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a plein de cas particuliers. C'est un nouveau métier pour nous. Et puis il y a aussi, en termes de structure, de points de vente, une collecte 7 déchets, qui va être à peu près la norme pour récupérer ces déchets. Donc 7 familles différentes, c'est ce que vous dites. Tout à fait compris. Ça représente en gros entre 500 et 700 mètres carrés sur le parc de nos adhérents. C'est pas neutre du tout. Avant, il y avait des linéaires. Bien sûr, il faut trouver de la place. Il faut trouver de la place. Il faut permettre aux camions de tourner. Il y a des enjeux de sécurité aussi, parce qu'il y a des personnes qui passent là. Donc, tous ces enjeux-là ont demandé 2 ans de travail assez fort. Et puis, ça ne va pas démarrer juste aujourd'hui. Oui, ça va prendre un peu de temps, évidemment. Hervé Demestre, on parle souvent on dit la filière REP, sauf que là, c'est vraiment les filières REP. Quand on parle du bâtiment. C'est presque une filière spécifique pour chaque... je pousse un peu le bouchon, mais pour chaque type de matériau. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on parle de la problématique de recyclage du bois, quand on parle de la problématique du recyclage des inertes, celle du verre, celle du plâtre, en fait, ce sont des filières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, parce qu'en fait, elles diffèrent de par les exutoires possibles,
Le plâtre, c'est dans des usines de plâtre. Le verre, c'est dans des usines de verre. Le bois, ça peut être la valorisation énergétique ou la valorisation en tant que recyclage dans des panneaux de particules. Ouais. Et donc, autant de filières, autant de logiques différentes. Et donc, c'est toute une logistique, toute une gestion du déchet à mettre en œuvre qui est adaptée à chacun des matériaux. Est-ce qu'il y avait certaines de ces filières qui étaient plus avancées que d'autres ou peut-être plus faciles à mettre en œuvre? Alors, il y en a, quand on regarde les performances, c'est-à-dire le taux de recyclage, le taux de valorisation, qui sont très supérieurs aux autres. L'exemple emblématique, c'est le métal. Le métal, c'est plutôt, on va dire 95% de recyclage. C'est du déchet qui a de la valeur, en fait. Donc, c'est une filière qui marche toute seule, j'allais dire, économiquement. Et puis, on a à l'inverse qui sont beaucoup moins valorisés. C'est plutôt le second œuvre. Alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que le tri à la source n'est pas effectué. Donc, c'est du mélange. Et donc, c'est très difficile d'aller sortir, entre guillemets, le déchet dans les filières. Et puis, parfois, l'exutoire, soit est compliqué techniquement, économiquement à mettre en œuvre, soit même il n'existe pas réellement. Quand on dit l'exutoire, c'est quoi exactement? L'exutoire, c'est, excusez-moi de ce non, c'est pas grave. C'est ce qui va permettre la valorisation du déchet. D'accord. De façon positive. Vous, ça veut dire que vos clients, il y a une demande de matériaux recyclés, elle existait déjà, c'est vous qui allez la créer avec cette filière? Comment ça se passe en fait? Alors l'idée, effectivement, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur exitoire, c'est le recyclage et permettre le réemploi de matériaux. Elle est en montée en puissance. Ça fait longtemps que l'industrie du bâtiment a adapté et a mis des éléments de recyclage, mais ça ne fait que croître. Et vous avez totalement raison, ça se voit aujourd'hui sur les chiffres. On a des brochures dédiées, des offres produits qui sont dédiées sur les produits recyclés. Et effectivement, on a une très forte croissance, en tout cas une plus grande croissance de la part des pros et des particuliers que les autres types de produits. On a vu depuis 2-3 ans qu'il y avait quand même des difficultés sur certains matériaux, des tensions sur l'approvisionnement, etc. C'est aussi une forme de réponse où je peux poser la question différemment, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous en êtes sorti d'ailleurs, ou s'il y a encore de la tension sur certains matériaux, mais c'est un accélérateur pour la transition vers la réutilisation et le recyclage. Alors, oui, c'est effectivement, ça permet d'accélérer des processus, et puis on a vu apparaître aussi des processus alternatifs. Par exemple, on parlait beaucoup des coûts de l'énergie, qui est extrêmement fort avec le gaz notamment, et on a beaucoup de produits qui sont chauffés dans le bâtiment, qui sont cuits, la terre cuite, l'isolant, ainsi de suite. Et puis on a vu apparaître des nouvelles types d'isolants, comme le chanvre notamment, qui avait pas besoin de passer en cuisson, et des blocs chambres ont vu un nombre de maisons accélérer justement parce qu'on s'affranchissait de ce mode de production. Et la France est un des pays d'Europe qui produit le plus de chambres. Exactement. Et alors, dernière question, il y a une question d'actualité pour vous, Hervé Demestre. Quand vous entendez le président de la République annoncer la rénovation thermique des établissements scolaires, vous vous dites chouette ou vous vous dites est-ce qu'on va y arriver? Moi, je me dis chouette parce que la rénovation thermique, de manière générale, que ce soit des établissements scolaires ou de tous les bâtiments, c'est un enjeu essentiel en termes de bilan carbone. Bien sûr. Et puis je me dis, pour revenir au sujet de ce matin, que c'est une activité, comme d'autres, qui se prête tout particulièrement au réemploi. C'est-à-dire, on peut, dans des chantiers de rénovation énergétique comme d'autres, réutiliser des produits ou des matériaux, même sans qu'ils deviennent des déchets en tant que tels. Et on peut, comme ça a été illustré à l'instant, on peut fabriquer des constituants de ces chantiers de rénovation énergétique à partir de matières premières issues de déchets, et non pas simplement selon les méthodes qui sont les plus pratiquées dans le bâtiment depuis quelques années, de l'extraction, etc. Oui, donc je dis chouette. Bon, merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Marie Delattre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Maya. Question traditionnelle dans cette séquence. Vous l'avez créée quand et pourquoi? Et ben Maya a 2 ans, en fait nos 2 ans, là, juste au mois d'avril. Et pourquoi on l'a créé? C'est on est sur l'univers des lessives et des produits ménagers. Et notre ambition, c'est de ramener du sain dans une catégorie très traditionnelle et très toxique. Ouais. C'est un secteur que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis longtemps? C'est un secteur que je connais très bien. En fait, c'est un secteur très traditionnel qui est dominé par 5 très gros acteurs qui se partagent le gâteau. Moi, j'ai fait ma carrière pendant 10 ans chez l'un d'entre eux. Donc, c'est une catégorie que je connais bien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de la réinventer en profondeur quand je suis devenue maman. Mais alors, sacré
sacré défi. Comment on fait? D'abord, c'est quoi la gamme? Tiens, rapidement, quelques-uns des produits que vous proposez avec Maya. Alors nous, on couvre tous les produits du quotidien pour la maison. Donc ça va aller des lessives aux produits ménagers, en passant par des sprays, des formats solides et zéro toxiques. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'apporter tous les essentiels pour la maison, avec la même efficacité qu'un produit classique, mais sans aucun ingrédient toxique. Oui, alors le défi, il est là, parce que souvent, on fait du do it yourself, etc. Sauf que ça va peut-être être un peu moins efficace. L'aspect sain, naturel, sans toxicité. Je prends la lessive. Comment vous remplissez cette promesse? Et bien en fait, c'est ça le plus difficile. Vous avez bien pointé du doigt. Aujourd'hui, ce qui nous paraît aberrant chez Maya, c'est qu'on prend une lessive traditionnelle, 2 produits d'entretien sur 3, donc 2 lessives sur 3 vont contenir des conservateurs qui sont extrêmement nocifs et qui sont d'ailleurs bannis des cosmétiques depuis 2017. 98% d'entre eux vont contenir des sulfates, qui sont des agents lavants utilisés pour cette lessive. Et nous, on s'est dit, on veut réinventer avec cette même efficacité, mais sans ces sulfates et sans cette toxicité apportée par les conservateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Eh ben, en fait, on a déjà sevré nos formules de tous les ingrédients toxiques. Donc, il ne nous restait plus grand-chose à partir de là. Il nous restait du vinaigre blanc, du savon de Marseille, tous les ingrédients, bicarbonate de soude qu'on connaît, qui sont naturels, qui sont sains, mais qui sont seuls pas assez efficace par rapport à une lessive traditionnelle. Et on allait puiser des actifs et d'autres ingrédients dans d'autres catégories assez exigeantes, la cosmétique bio, la food, avec des microbiologistes, pour rétablir cette même efficacité avec ces actifs combinés aux ingrédients naturels Alors, détergents. quand on se lance et qu'on veut tenir de telles promesses, il faut les valider. Il y a une demande de transparence des consommateurs qui est de plus en plus importante. Par exemple, sur l'absence de toxicité, qui vous valide cette absence de toxicité? Eh ben, il y a plusieurs choses déjà. Déjà, Maya, je crois que c'est la seule marque en France qui publie intégralement l'intégralité de ses formules sur ses packaging. Et en fait, ça paraît rien, mais ça veut dire beaucoup. Parce que le jour où tous ces gros acteurs vont faire la même chose, on se rendra compte qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas saines dans les produits qu'on utilise au quotidien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a été chercher des certifications supplémentaires par rapport à ce qui existe. Par exemple, tous les produits Maya sont certifiés compatibles au contact alimentaire. Donc ça, c'est une certification supplémentaire qui indique qu'il y a 0 risque de toxicité dans nos produits. Bien sûr, on teste nos produits sur peau sensible. Et ensuite, si vous scannez ou si vous regardez tout simplement la composition de nos produits sur l'étiquette, vous vous rendez compte que c'est fait uniquement avec des ingrédients notés excellents sur Inky. Et sur l'efficacité, parce que c'est l'autre promesse, vous l'avez fait tester aussi? C'est l'autre promesse, évidemment. On fait tester tous nos produits en laboratoire indépendant et on ne lance rien tant qu'ils n'ont pas abouti à la même promesse d'efficacité qu'un produit classique. Donc, par exemple, vous me parliez des lessives. La lessive Maya, elle a été testée sur 14 tâches les plus courantes, du sang, de l'air, de la graisse, du chocolat, tout ce que vous voulez. Et on a atteint nos tests d'efficacité. À partir de ce moment-là, on a pu lancer cette lessive. Vous fabriquez en France? On fabrique en France, à Avignon, oui. Ouais. Ça a été facile, ça? Ça a été très difficile. Ouais. Ça a été très difficile de trouver un laboratoire qui accepte notre cahier des charges. On a sillonné, pourtant je connais bien cette catégorie, on a sillonné toute la France pour trouver le partenaire qui a accepté de lancer ses produits avec notre cahier des charges sans sulfate, sans conservateur nocif. Pourquoi? Parce que c'était bouleversant, disruptif, révolutionnaire, ils hésitaient? Parce que déjà, revenir à la même efficacité sans ces ingrédients-là, c'est dur. Et parce qu'en France, aujourd'hui, quand on se lance, il y a beaucoup de marques blanches qui accompagnent les startups, mais avec des formules toutes faites sur l'étagère, ce dont nous, on ne voulait pas, parce qu'on voulait arriver avec notre cahier des charges. Donc, il a fallu trouver quelqu'un qui acceptait de nous accompagner de zéro sur cette aventure. Je voudrais terminer rapidement, 30 secondes, sur l'emballage avec vous proposer. J'ai vu une éco-recharge 100% recyclable en papier de pomme. Exactement. Là aussi, il faut la trouver, la matière première. Et ben en fait, la grosse force de Maya, c'est sa communauté. En fait, nous, on a lancé notre ADN, c'était le sain. Notre communauté nous a ensuite challengé en disant, vous avez des produits sains et efficaces, maintenant, on ne veut plus de plastique. Alors, on avait des contenants qui étaient en plastique 100% recyclable, ça ne leur suffisait pas. Et ils avaient raison, parce que sur cette catégorie, il faut tout bouleverser. Donc, on a travaillé, on a sillonné à nouveau la France pour trouver quelqu'un pour nous accompagner sur un packaging disruptif. Et on a qualifié pour nos produits un packaging qui est fait en papier et composite de pommes. Donc, on élimine complètement le plastique de cette catégorie. Et c'est une grande aventure qu'on lance dans 15 jours. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Maya. C'était Marie Delattre dans ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.